L'an 711 marque le début de l'expansion musulmane dans la péninsule ibérique. Pendant près de 8 siècles, cette puissance dominante impose sa culture, bâtit des palais, des jardins et des mosquées sur tout le territoire. Face à ces conquérants venus du sud, les royaumes chrétiens organisent la résistance. Cette lutte pour la reconquête de la péninsule va à son tour laisser son empreinte dans le paysage espagnol. En survolant l'Espagne aujourd'hui, nous pouvons contempler l'héritage et les traces de cette reconquête. L'historienne Maria Lara est spécialiste de l'Espagne médiévale. Aujourd'hui, Lara boucle sa ceinture pour un voyage du nord au sud à la découverte de cette période de l'histoire appelée la Reconquista. « 23,5, très bien, à tout à l'heure. » Quelle expérience magnifique d'être dans les airs et de voler si près de la mer Cantabrique. Si haut qu'on peut contempler le tapis de verdure que sont les pics d'Europe. En tant qu'historienne, c'est merveilleux de contempler ces paysages historiques qui ont marqué le début de l'histoire de la Reconquête, avec les escarmouches et les grandes batailles. Et tant de personnages qui ont fait naître ce qui aujourd'hui est l'Espagne. Quelques années seulement après l'invasion arabo-musulmane, des seigneurs chrétiens organisent la résistance dans les montagnes du Nord, les pics d'Europe. Ils placent à leur tête un jeune seigneur des Asturies, Don Pelayo. Déterminés à défendre leur territoire, Don Pelayo et ses troupes rebelles utilisent le relief accidenté des montagnes pour compenser leur infériorité numérique et repousser les assauts répétés des troupes musulmanes. Tiens, regarde, là-bas il y a un lac. C'est un des lacs de Covadonga. Oui, un des trois. Ces lacs de montagne, bien connus pour être le décor d'une des étapes les plus difficiles du Tour d'Espagne, vont en mai 722 être le théâtre d'une victoire chrétienne considérée comme le point de départ de la Reconquête. La bataille de Covadonga. Il y a un proverbe asturien qui dit que l'Espagne, c'est les Asturies et que le reste, c'est de la terre conquise. Et effectivement, le premier noyau de la résistance contre les musulmans est apparu ici, dans la cordillère Cantabrique, et plus particulièrement dans la grotte de Covadonga. Située dans un contrefort montagneux, au fond d'une étroite vallée, la grotte où Don Pelayo et son armée se sont réfugiés pendant la bataille est aujourd'hui un lieu de pèlerinage. Baptisée Notre-Dame de Covadonga, la petite chapelle attire des fidèles du monde entier. La Reconquête était une croisade menée sur le sol espagnol pour lutter contre l'infidèle, comme on l'appelait à l'époque, pour repousser les frontières d'Al-Andalus. Aussi, pendant la Reconquête, l'au-delà est très présent, avec des apparitions de la Vierge, depuis Covadonga, dans les Asturies, jusqu'en Andalousie. Selon la chronique chrétienne, l'intervention miraculeuse de la Vierge a été déterminante.
Il a été dit que Don Pelayo, lors de la bataille de Covadonga, le 28 mai 722, s'est réfugié dans cette grotte avec les troupes chrétiennes qui avaient réussi à se rassembler et qu'il sortait des murs une sorte de miel qui leur a permis de se nourrir. Après avoir attiré l'armée musulmane au pied de la grotte, Pelayo mène ses soldats au combat. Dans cette vallée exiguë, il piège les troupes ennemies qui seront décimées au cours de leur retraite. Un héros est né. Don Pelayo est le roi d'un nouveau royaume chrétien, les Asturies. À quelques kilomètres de la grotte de Covadonga, Don Pelayo a choisi sa capitale. Cangas de Onís est aujourd'hui une tranquille petite ville espagnole. Mais la croix de la victoire suspendue à son pont romain rappelle le rôle crucial que jouait la région dans la Reconquista. Don Pelayo et ses successeurs vont repousser les frontières de la monarchie jusqu'à englober toute la partie nord-ouest de la péninsule. À la fin du 8e siècle, le nouveau roi des Asturies, Alfonso II, consolide cette domination en faisant alliance avec l'empereur Charlemagne et en recevant la bénédiction du pape. En 813, la dépouille de Saint Jacques, l'un des apôtres majeurs de la chrétienté, aurait été retrouvée dans ces bois bordant la côte ouest de la Galice. Nous survolons Saint-Jacques de Compostelle. On dit qu'elle est le berceau spirituel de l'Espagne parce que selon la tradition, ici, dans la cathédrale, se trouvent les restes de l'apôtre Saint-Jacques, qui a accompagné Jésus dans ses prédications. Il est mort en l'an 44 après Jésus-Christ et mystérieusement, son corps a été amené en bateau jusqu'au Finistère en Galice. Au début du IXe siècle, sous le règne d'Alfonso II, El Casto, ces reliques ont été redécouvertes et le pèlerinage commence, ainsi que la construction de cette magnifique cathédrale qui surprend toujours aujourd'hui sur la place d'Obradoiro, avec ses nombreux pèlerins qui se déplacent toute l'année jusqu'à Saint-Jacques pour embrasser l'apôtre. L'histoire de la découverte de la dépouille de Saint-Jacques fait toujours débat. Mais à la fin du IXe siècle, elle a une valeur symbolique incontestable. L'apôtre devient le symbole du combat contre l'islam. Les chevaliers qui mènent la reconquête, les chefs religieux, la noblesse et les simples croyants en quête de rédemption, tous convergent vers Compostelle. En 910, inquiets de la menace constante d'une invasion musulmane, les princes chrétiens des Asturies décident de placer leur capitale dans la ville de Léon. Le royaume des Asturies devient le royaume unifié de Léon. Le nouveau souverain chrétien, Ramiro II, surnommé le Diable par les troupes musulmanes, reprend de nombreux territoires vers le sud. En réponse, les musulmans érigent des systèmes défensifs le long de la rivière Duero, véritable frontière naturelle contre les chrétiens. Un fort devient le symbole de cette lutte. La plus grande citadelle d'Europe toujours visible aujourd'hui, le château de Gormas. L'archéologue et spécialiste du Moyen-Âge, Enrique Daza Pardo, évoque les événements qui se sont déroulés au Xe et XIe siècle dans cette imposante enceinte fortifiée. Toutes les forteresses ont un côté très romantique. Les ruines ont toujours eu une allure solitaire.
Aujourd'hui, on voit des murs plus ou moins écroulés sur une colline où personne n'habite. C'est le contraire de ce qui s'est passé avec ce bâtiment au Moyen Âge. Depuis l'âge de bronze, les populations locales ont toujours tiré profit de cette position stratégique. Au milieu du Xe siècle, les musulmans décident de renforcer les structures défensives de la citadelle existante. Dressée sur près de 400 mètres de longueur et d'une largeur allant jusqu'à 40 mètres, les 28 tours de la forteresse de Gormas sont le poste de guet idéal pour repousser les attaques chrétiennes. Cette construction a été bâtie face à la frontière qui, au Xe siècle, délimitait les territoires chrétiens et musulmans. Tout au long du Xe siècle, les musulmans vont remporter pas mal de victoires. Et l'une de ces victoires a été la construction de cette forteresse. Il existait déjà un château à cet emplacement, mais en l'an 965 a été ajoutée au château de Gormaz cette muraille en pierre. Aussi a été construite cette magnifique porte de style califal. Il faut l'imaginer peinte en blanc et en rouge, comme dans la mosquée de Cordoue. En été, environ à la même période qu'aujourd'hui, pendant la campagne estivale des troupes califales, ce lieu devient un centre névralgique où toutes les troupes se retrouvent. Et depuis ce point, elles organisent des expéditions en terre chrétienne dans le seul but de voler et de revenir avec le butin ici, à Gormaz, pour ensuite repartir avec vers Cordoue ou d'autres villes d'Al-Andalus. Il s'agit d'un château très convoité, qui va être conquis et perdu à plusieurs reprises par les musulmans et les chrétiens. Le château est passé de main en main une centaine de fois. C'est à partir de l'an 1060 que Gormaz va définitivement appartenir au royaume de Castille. Gormaz n'est pas le seul site militaire stratégique au bord du Duero. Pour protéger leurs rives du fleuve, les armées chrétiennes bâtissent un ensemble de forteresses. En volant vers le sud, nous repérons un des plus importants châteaux défensifs de l'époque, à 80 km de l'actuelle frontière entre l'Espagne et le Portugal, Zamora. On voit ici le ciborium de la cathédrale, ainsi que le château, qui sont les symboles de défense que les chrétiens ont eus pendant ces 8 siècles de bataille face à Al-Andalus. On voit aussi les jardins, et on trouve beaucoup de pierres qui sont le témoignage de l'histoire et l'évocation de Don Rodrigo Díaz de Vivar, le Cid, le meilleur chevalier de la Reconquête, qui a été nommé chevalier précisément ici, à Zamora, en 1060. Bâtie sur un plateau rocheux, cette majestueuse citadelle jouit d'un emplacement parfait pour repousser les assauts musulmans venus du sud. Elle joue aussi un rôle majeur dans la résolution du conflit entre le royaume de Léon et son voisin de plus en plus indépendant sur le front Est, le comté de Portugal. Zamora est aussi importante dans l'histoire du Portugal parce que le traité de Zamora y a été signé. Et cela a marqué la division entre le royaume du Portugal d'un côté et celui de la couronne de Castille et de Léon de l'autre. À la fin du XIe siècle, profitant des divisions entre les chefs musulmans, les chrétiens menés par Alphonse VI, dit Alphonse le Brave, poursuivent leur avancée vers le sud. En 1085, ils s'emparent de Tolède, l'un des principaux centres du pouvoir musulman. Pour accroître leur mainmise sur ce territoire, les chrétiens érigent de nouvelles forteresses,
et lancent une campagne pour repeupler les terres nouvellement reconquises. Au sud-est de Zamora, Alphonse VI ordonne la construction d'un immense mur d'enceinte autour d'un village perdu. Il crée une imposante cité fortifiée, Avila. D'une hauteur de 12 mètres, les murs d'Avila sont sans conteste moins élaborés que les cathédrales gothiques de la même époque, mais tout aussi démesurés. Pour ériger cette muraille gigantesque, les chefs chrétiens ont besoin d'une importante main-d'œuvre. La présence dans la ville de nombreux prisonniers musulmans d'origine andalouse a rendu inévitable leur collaboration à la construction de la muraille. Nous pouvons le remarquer aujourd'hui dans les finitions des fortifications avec des merlons en forme pointue. C'est une caractéristique spécifique aux constructions défensives andalouses. Le géographe et historien Serafín de Tapia Sánchez a consacré sa carrière à étudier l'influence qu'ont exercé les minorités religieuses et sociales pendant la Reconquista. Évidemment, la reconquête ne se concrétise pas seulement par l'occupation militaire d'un espace ou d'une ville. Une fois le terrain conquis, il fallait des personnes pour travailler et l'entretenir. Les personnes qui arrivaient ici venaient du nord car le sud était musulman. Ces personnes étaient originaires des régions les plus pauvres du nord, depuis la Galice jusqu'au Pays basque. Elles étaient aussi originaires des Pyrénées et du sud de la France. Les avantages qui leur sont offerts sont des territoires, des terres. Ces personnes ont aussi un statut social plus élevé. Ils étaient tous chrétiens et respectaient bien sûr tous le pouvoir établi. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, Avila attire des visiteurs du monde entier, curieux de découvrir la vie sociale et religieuse qui s'est jouée derrière cette imposante muraille et dans ses églises romanes. Tout au long de cette époque, il y avait trois grandes classes sociales. L'armée ou les belligérants, les religieux ou ecclésiastiques et le peuple qui travaillait. Les ecclésiastiques et les guerriers représentaient les classes privilégiées qui ne payaient pas d'impôts car ils méritaient le droit de ne pas les payer en garantissant la vie présente et la vie future. En somme, la vie éternelle. Au début du XIIe siècle, Avila vit un âge d'or. Mais hors de ses murs, les tensions se cristallisent. Alors que la papauté ne cesse d'affirmer le lien entre le combat des chrétiens ibériques et les croisades menées par l'ensemble des chrétiens, se forme un nouvel ordre de chevaliers, les Templiers. À l'origine, cet ordre militaire et religieux protégeait les voyageurs européens se rendant en Terre Sainte. Mais ils vont mener des opérations dans toute la péninsule ibérique et devenir les principaux acteurs de la reconquête. À la fin du XIIe siècle, un sentiment croissant d'unité règne parmi les rois chrétiens, et les royaumes s'étendent progressivement. Au centre de ce territoire, on érige de nombreux châteaux fortifiés, les Castillos, qui donneront son nom à la Castille. En récompense de leur dévouement, les rois chrétiens offrent aux Templiers l'imposant château de Ponferrada, dans le nord-ouest de l'Espagne. Maria Lara partage sa passion pour l'histoire avec sa sœur jumelle, Laura, historienne et spécialiste des Templiers. Les Templiers étaient des moines soldats, 100% moines, 100% soldats. C'est-à-dire qu'ils avaient fait les trois vœux, la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Mais ils étaient aussi des guerriers. Les Templiers assureront la sauvegarde de l'intégrité chrétienne contre les attaques des musulmans qui veulent récupérer à nouveau les territoires du Nord.
C'est-à-dire que la fonction du château de Ponferrada, associée aux Templiers, était exclusivement guerrière, militaire. Quand les Templiers s'installent dans ce qui était à l'origine une citadelle romaine bâtie sur un ancien fort, ils élargissent son enceinte et créent une des plus vastes forteresses médiévales du nord-ouest de l'Espagne. Les Templiers étaient de grands spécialistes de la logistique, car dans ces commanderies, ils tenaient à la disposition des voyageurs des chevaux de rechange, qu'ils offraient comme moyen de locomotion à des fins militaires ou pour un voyage spirituel à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils avaient un grand sens de l'économie et savaient très bien gérer les ressources. Premier ordre à concilier les exigences monastiques et l'éthique chevaleresque, les Templiers vont devenir très populaires au sein de la chrétienté. Au sommet de leur gloire, 30 000 de ces chevaliers protègent les populations chrétiennes et leurs monarques à travers la péninsule ibérique et dans le reste de l'Europe. Moins d'un siècle après leur arrivée en Espagne, les Templiers sont devenus si riches et si puissants que le pape démantèle l'ordre guerrier mystique. En 1212, les armées chrétiennes de Castille, d'Aragon et de Navarre s'unissent et ouvrent une brèche vers l'Andalousie. Les musulmans sont pris par surprise et vaincus à la bataille de Las Navas de Tolosa. « 20 ans plus tard, sous le règne de Ferdinand III de Castille, les troupes prennent Valence, Cordoue et Séville. Il ne subsiste plus qu'un petit royaume musulman au sud de la péninsule, celui des Nasrides. Au cours du XIVe siècle, les royaumes chrétiens renforcent leurs unions. Mais la frontière avec le dernier territoire musulman semble infranchissable. Une ancienne forteresse musulmane posée sur cette frontière devient la pièce maîtresse des ambitions chrétiennes sur cette ultime enclave musulmane, le château de Lorca. L'historien Juan Francisco Jiménez Alcázar est médiévaliste et spécialiste de Lorca sous la Reconquête. Lorca se situe à la confluence de deux routes. L'une venait du royaume de Grenade, qui est à l'ouest, et l'autre venait d'Almeria, située plus au sud. Les plaines du nord et du sud se rencontrent au pied du château de Lorca, qui devient en quelque sorte la clé qui ouvre et qui ferme l'accès à ces routes. Le château de Lorca est une pièce militaire fondamentale pour préserver la frontière entre la Castille et Grenade. Sous le règne du roi Alphonse X, les 650 mètres de murs d'enceinte du château de Lorca vont être renforcés. Deux immenses tours défensives baptisées Alfonsina et Epsilon vont être érigées. Le château est aujourd'hui un des plus grands d'Espagne. Dans la tour vivait le gouverneur de la ville, sa famille et les soldats de la garnison. Dans cet espace unique, il dressait une table pour les repas, puis l'enlevait pour dormir par terre avec leurs chiens. Le concept d'intimité que nous connaissons de nos jours n'existait pas au Moyen Âge. Quand les rois catholiques se décident à donner l'assaut final sur Grenade, Lorca retrouve son importance militaire de premier plan et devient une des 3 capitaineries d'assaut sur Grenade. 250 ans après leur arrivée à Lorca, en octobre 1469, Isabelle de Castille épouse Ferdinand II d'Aragon, scellant ainsi la plus puissante alliance de royaumes chrétiens qui ait jamais régné sur la péninsule ibérique. Nommé par le pape souverain des catholiques, le puissant jeune couple lance l'ultime phase de la Reconquista.
En janvier 1492, à Grenade, le dernier émir de la dynastie nasride rend les clés de l'Alhambra au roi catholique. C'est la fin de 8 siècles de lutte entre chrétiens et musulmans. Galvanisé par cette victoire, le roi et la reine catholique financent l'aventure d'un ambitieux marin génois, Christophe Colomb, dont le voyage changera à jamais la face de l'Espagne et celle du monde.